Au sommaire de ce journal, première édition du forum Assini Mafia, les médias audiovisuels à l'épreuve de la publicité. JNCC, Journée nationale du cacao et du chocolat 2024, les meilleurs producteurs et meilleures sociétés coopératives célébrées. Presse et secteur minier, le magazine Omine a été lancé. Journée internationale de la traduction et de l'interprétation, ouverture de la 9e édition à Abidjan. Bienvenue, Madame, Monsieur, vous suivez l'actualité sur Business 24 Africa. Ouvrons cette édition avec l'édition 2024 du forum Assini Mafia. Les médias audiovisuels ivoiriens à l'épreuve du marché publicitaire étaient une thématique phare de cette édition 2024 du forum Assini Mafia. Un panel a été animé par des dirigeants de médias qui ont partagé leur expertise dans un secteur en difficulté. Walter Kofi et Marius Siri. Face à une presse écrite qui a eu ses heures de gloire et aujourd'hui en difficulté, se trouvent les médias audiovisuels qui ont récemment été libéralisés. Comment font-ils pour survivre dans un secteur qui devient de plus en plus concurrentiel? La publicité pourrait-elle permettre à ces télévisions florissantes de faire du chiffre? Le directeur général de la télévision économique panafricaine Business 24 répond non. Dans son tableau, il chiffre le secteur de la publicité en Côte d'Ivoire à seulement 15 milliards de francs CFA. Une télévision ivoirienne abandonnée par les grands annonceurs. Il revient aux chaînes de télévision de se réinventer. 15 milliards pour une dizaine, et quand je dis une dizaine de télévisions, c'est un chiffre qui change tous les jours. Il n'y a pas, si vous regardez dans l'année, que ce soit Espérance TV, Reflet, ça arrive chaque jour, qu'elle soit satellitaire ou terrestre, toutes les télés bénéficient de communication. Ça peut être un spot agenda, ça peut être un reportage, ça peut être de la publicité même d'un produit. Tout le monde émarge sur le marché. Mais 15 milliards, si vous prenez 15 télés, ça fait 1 milliard. Ce n'est pas possible. Or, ce n'est pas égalitaire. Ce n'est pas égalitaire. Les télévisions historiques encaissent beaucoup plus parce que ce sont des télévisions généralistes. Et les télévisions généralistes, comme l'essentiel de notre communication, je le disais tout à l'heure, c'est des produits grand public. Ces produits grand public-là vont dans les télévisions généralistes où le soir on diffuse des telenovelas et tout ça. Et là, en même temps, on fait de la publicité des produits de consommation courante, voilà, la mayonnaise, la tomate, l'huile, la téléphonie mobile, des choses comme ça. Donc, ça veut dire qu'il y a d'autres télévisions, mais qui gagnent presque rien, il n'y a qu'à suivre les écrans. Pour Wakili Alafé, journaliste émérite ivoirien, les médias privés devraient bénéficier de plus de soutien de la part de l'État. Pour lui, elle joue un rôle majeur en termes d'utilité publique. Le secteur privé joue sa part, on a besoin que l'État nous appuie, mais on a surtout besoin que les entreprises fassent de plus en plus confiance aux médias audiovisuels, que ce soit les médias classiques sur la TNT, ou sur le satellite comme Business 24, qui ambitionne aussi de venir sur la TNT, les médias numériques comme la Web TV de l'intelligence d'Abidjan. Le directeur de Business 24 a dit qu'il y a des entreprises qui font peu la publicité sur l'audiovisuel en Côte d'Ivoire, contrairement à ce qui se passe ailleurs en Europe, notamment les véhicules. Donc c'est quelque chose. Et puis les banques. Quelque chose avec des choses avec lesquelles il faut renouer. Rappelons que l'avenir de la presse se joue une fois de plus lors de ce conclave qui se tient sur 3 jours. Le forum d'Assini Mafia, une initiative nouvelle qui entend traiter les sujets les plus cruciaux de la société ivoirienne. Et nous poursuivons ce journal avec la 9e édition des JNCC, entendez, Journée nationale du cacao et du chocolat de Côte d'Ivoire, ouverte ce samedi 28 septembre au parc des expositions d'Abidjan. Le thème retenu était « Pas de producteurs, pas de cacao ». Ainsi, les meilleurs producteurs et meilleures sociétés coopératives ont été mis en avant lors de la cérémonie d'ouverture avec des récompenses spéciales des prix JNCC.
L'édition 2024 s'ouvre au moment où la Côte d'Ivoire connaît une baisse de sa production constatée à la campagne 2023-2024 et qui pourrait se maintenir sur la campagne en cours. Pierre Tebeu et Doumbia Ayouba nous en parlent. La tradition a une fois encore été respectée cette année avec la tenue des Journées nationales du cacao et du chocolat JNCC 2024. Célébrée depuis 2014, en début de chaque campagne cacaoyère, celle de cette année se tient au moment où l'économie mondiale du cacao connaît des difficultés. Sur le marché mondial, la fève de cacao connaît une hausse sans précédent des coûts mondiaux. Dans le même temps, une baisse significative de la production ivoirienne de cacao est constatée sur la campagne 2023-2024 et pourrait se poursuivre sur la campagne 2024-2025. Ces situations posent la question de l'avenir de la production du cacao et justifient le thème de cette 9e édition des JNCC. Pas de producteurs, pas de cacao. De quoi attirer toutes les attentions sur les conditions des producteurs. Ce thème choisi est plus que jamais d'actualité, car il met en lumière le rôle essentiel et trop souvent minimisé des producteurs de cacao, qui sont les véritables artisans de la richesse de notre pays. Nous le savons tous, le cacao n'est pas seulement un produit qui fait de la Côte d'Ivoire le premier producteur mondial. Le cacao est l'âme de notre nation. Le président de la cérémonie, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenankwasi Adjoumani, a souligné les enjeux de cette cérémonie qui place le producteur au cœur de toutes les priorités de l'État. La réforme de la filière café-cacao a été entreprise avec pour objectif majeur, premièrement, améliorer, stabiliser et garantir à nos producteurs un prix rémunérateur d'achat bord champ du kilogramme de cacao. Deuxièmement, améliorer les conditions de vie et de travail des communautés productrices de cacao. Mesdames et messieurs, il est de notoriété que la réforme mise en œuvre depuis 2012 a enregistré un succès et des acquis importants. Ces journées ont été également l'occasion de célébrer les meilleurs producteurs et productrices ainsi que des meilleures coopératives de la Côte d'Ivoire. Plusieurs lots ont été remis aux principaux lauréats afin de les encourager à travailler d'arrache-pied pour faire vivre le cacao ivoirien et le maintenir au premier rang mondial. Les journées se poursuivent jusqu'au lundi 30 septembre 2024 au parc des expositions d'Abidjan dans la commune de Port-Bouët. Un regard dans le secteur minier. Le 3e numéro du magazine Omine a été présenté au public dans la commune de Cocody. Produit par le groupement professionnel des mineurs de Côte d'Ivoire, le magazine Omine sera non seulement le garant de l'actualité minière en Côte d'Ivoire, mais aussi la vitrine de la transformation en cours dans ce secteur. Philippe Zabou et Tima Traoré ont assisté au lancement de ce magazine. Le GPMC, groupement professionnel des miniers de Côte d'Ivoire, a désormais son magazine Omine. Ce magazine trimestriel de 96 pages, édité en français et en anglais, vient combler un vide. Il sera chargé de porter l'information vraie à tous les professionnels du secteur et sera un moyen de lutte contre l'orpaillage clandestin qui mine la filière. Pour son lancement, le magazine a réuni les représentants de la chaîne de valeur du secteur minier de Côte d'Ivoire. À l'unanimité, Omine a été bien accueilli. Comme toute œuvre, il est appelé à être amélioré. Ce qui est certain, il est déjà porteur de messages. Et nous invitons tous ceux qui s'y intéressent à se joindre à nous pour faire passer leur message. Comme tout enfant qui naît, on est heureux de le recevoir. Et on s'est dit, mais si je n'avais pas cet enfant, il fallait le créer. Omine, c'est pareil. Il faut du point de vue réputationnel, Omine doit pouvoir permettre d'améliorer notre image, de partager avec le public notre contribution à l'économie ivoirienne avec tous ces emplois créés.
notre contribution au budget de l'État des Côte d'Ivoire, mais aussi et surtout l'aspect social, qui est aussi une dimension qui n'est pas forcément numéraire. Tout ce que nous apportons autour de nous dans les communautés, pour nous c'est une grande chose pour le développement de notre pays. Pour les participants à la cérémonie de lancement du magazine, qui ont reçu gratuitement un numéro chacun, Omine sera la mine d'or de l'actualité minière en Côte d'Ivoire. Ce journal qui sort dans le domaine des mines en Côte d'Ivoire est un journal assez intéressant déjà, qui retrace un peu l'activité minière en Côte d'Ivoire, l'évolution de l'activité minière, mais qui est un peu plus concentré sur la plupart des grandes mines en Côte d'Ivoire. Oui, Omine va nous aider parce que Omine donnera un contenu qui permettra de réduire le fléau, sinon d'anéantir totalement le fléau de l'orpaillage et de mettre en avant les entreprises locales qui sont en train d'émerger. Pour rappel, le magazine Omine a eu 2 parutions, la première en 2018 et la seconde en 2019 avant de disparaître des kiosques. La question de la lutte contre le travail des enfants. Il s'est ouvert dans la commune de Cocody, la cérémonie officielle marquant la 23e édition de la Journée mondiale de lutte contre le travail des enfants. Le thème retenu à cette édition était « Respectons nos engagements, mettons fin au travail des enfants ». Cette journée commémorative a rassemblé des décideurs, des membres du gouvernement, ainsi que divers acteurs clés engagés dans la lutte pour le bien-être des enfants. C'est un maire heureux d'accueillir dans sa municipalité la 23e journée mondiale contre le travail des enfants. Jean-Marc Yassé a souligné l'importance de cette lutte collective pour garantir un avenir meilleur aux enfants tout en exhortant les acteurs à mutualiser les actions pour l'éradication de ce fléau. Dans ce même élan, les représentants d'organisations non gouvernementales et le ministre en charge de l'emploi et la protection sociale ont également pris la parole pour partager des statistiques sur l'impact du travail des enfants à l'échelle mondiale issus de la Côte d'Ivoire. Ils ont mis en lumière les efforts déployés pour sensibiliser les communautés et la mobilisation de ressources en faveur de la lutte contre ce fléau. La communauté internationale réunie en Afrique du Sud en 2022, lors de la 5e conférence sur le travail des enfants, a adopté l'appel à l'action de Durban qui s'articule autour de 6 recommandations clés, à savoir accélérer les efforts pour faire du travail des enfants une réalité pour les adultes. Madame la Première Dame, je voudrais réitérer les sincères remerciements de l'équipe de l'UNICEF et saluer l'excellente collaboration que l'UNICEF entretient avec votre cabinet au sujet des droits des enfants, des adolescents et des femmes. Nous devons tous être animés d'une volonté commune de contribuer à la prévention et à l'élimination du travail des enfants en prenant en compte surtout dans nos interventions la lutte contre les causes profondes du phénomène. À cet effet, la première dame Dominique Ouattara a également réaffirmé son engagement à œuvrer au bien-être et à l'épanouissement des enfants. En ce qui me concerne, je souhaiterais exprimer à l'endroit de tous les enfants vivant en Côte d'Ivoire ma ferme volonté de continuer d'œuvrer pour leur bien-être ainsi que pour leur droit à l'éducation et à la santé. Ma priorité reste de les protéger contre les violences sous toutes ses formes. C'est pour chaque enfant de Côte d'Ivoire que je me suis engagée à lutter pour que la traite, l'exploitation et le travail des enfants ne soient plus des obstacles à leur épanouissement. Je mènerai jusqu'au bout ce combat. La 23e journée mondiale contre le travail des enfants à Cocody a été une occasion de renforcer les engagements et de rappeler à tous que la protection des enfants demeure une priorité. Les acteurs présents ont renouvelé leur détermination à œuvrer ensemble pour un futur où chaque enfant peut rêver, apprendre et grandir en toute quiétude. Ce reportage était signé Michel Brou et Ézéchiel Seri.
La 9e édition de la Journée internationale de la traduction et l'interprétation, initiée par la conférence et traduction dans le secret des langues, s'est tenue dans la commune du Plateau. Elle avait pour thème « Structurer nos entreprises ou périr ». Pour cette édition, il s'agissait pour les acteurs du secteur de se pencher sur la professionnalisation de leur secteur d'activité à travers la structuration de leurs entreprises. Les entreprises de traduction et d'interprétariat sont à l'honneur de cette 9e édition de la Journée internationale de la traduction et de l'interprétation des Côte d'Ivoire. Selon le commissaire général de la GITI Côte d'Ivoire, les entreprises de ce secteur sont dans le dénuement total du fait du manque de structuration. Il s'agira pour ces acteurs de faire de l'état des lieux de leur secteur et réfléchir à son renforcement. Met l'accent sur les entreprises parce qu'il est l'heure de penser à une sectorisation, il est l'heure de penser à l'écosystème. L'année dernière, notre thème était très clair, il s'agissait de créer l'écosystème. On ne peut pas travailler si on n'a pas créé le marché. Et pour créer le marché, il faut qu'il y ait une proposition de valeur. Il est inutile de continuer à faire comme des tâcherons. Il est l'heure enfin d'organiser nos entreprises pour qu'elles puissent répondre aux exigences légales, fiscales, mais aux exigences des mutations actuelles. Les participants ont eu droit à des communications portant sur le financement des entreprises, l'existence fiscale et un partage d'expériences sur comment structurer son entreprise. Aucune entreprise ne peut exister donc sans organisation, ne peut exister, ne peut se pérenniser sans un minimum donc, de structuration. La structuration, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité ou c'est le fait pour une entreprise de se donner donc, pour principe d'organiser ses process, d'avoir des procédures éventuellement ou idéalement écrites. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu 3 experts qui ont développé des thèmes justement et des astuces pour nous permettre de mieux structurer nos entreprises, que ce soit les impôts, que ce soit en termes de financement, comment obtenir des financements pour faire avancer nos entreprises, en matière de structuration stratégique, de vision de nos entreprises. Et donc, vraiment riche en enseignements. Sur 110 entreprises de traduction et d'interprétariat qui existaient, 40 ont disparu et 15 d'entre elles ont partagé l'activité. Parlons formation. 11 étudiants de l'école d'architecture d'Abidjan ont présenté leurs travaux de fin d'études aux membres du jury dans le cadre de l'obtention de leur master en architecture. Après plusieurs heures d'attente, de stress, peur, d'inquiétude, le président du jury a finalement déclaré 10 admis sur les 11 candidats. Nos reporters Djekou De Silva et Tima Traoré ont assisté à la proclamation des résultats. Annoncera-t-il les résultats ou ajourneront-ils la proclamation? Ce sont les propos entendus dans les couloirs de l'école d'architecture d'Abidjan, EEA, où 11 étudiants ont présenté leurs travaux de fin d'études aux membres du jury dans le cadre de l'obtention de leur master en architecture. Après plusieurs heures d'attente, de stress, le président du jury peut enfin proclamer la liste des admis. Et c'est Omar Diouf, de nationalité sénégalaise, qui est proclamé major de la promotion. Je présentais mon master ici en architecture à l'école d'architecture d'Abidjan, du Sénégal, de Dakar. Un projet qui regroupait donc des espaces d'exposition, mais aussi qui intégrait un village artisanal au sein du projet, pour là aussi répondre aux besoins des artisans sur place et proposer un musée un peu différent, voilà, un peu mieux adapté aussi à nos réalités. L'école d'architecture d'Abidjan, EAA, veut se hisser à un niveau international. Son ambition, former les bâtisseurs de demain, des cadres d'une architecture durable. C'est un grand moment à la fois pour l'école et pour les étudiants et leurs parents. Après un parcours de 5 années, ils viennent d'obtenir le master en architecture. Donc c'est un événement très heureux. Mais le message, c'est que c'est le travail qui paye. C'est plusieurs années de travail acharné, assidu, qui leur permet d'obtenir ces résultats. On peut retenir d'abord que l'école d'architecture d'Abidjan est une initiative de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que la profession elle-même a voulu avoir un établissement dans lequel pourraient être formés sur le sol ivoirien des jeunes gens, des jeunes filles qui adorent ce métier, qui veulent le pratiquer. Donc une première chose, c'est la qualité de la formation et le niveau de la formation.
nous sommes inscrits parfaitement dans les recommandations internationales et nous avons mis en place cet établissement. Pour la proclamation des résultats, certains membres du jury sont venus du Mali, du Bénin, du Sénégal et de la Tunisie. Ouverte en 2014, l'école d'architecture d'Abidjan, EAA, est un établissement privé créé par le Conseil national de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. À présent, une note sur la retraite active. Le Fonds international pour le développement de la retraite active, FIDRA, a célébré la 10e édition de la journée de la retraite active. Cet événement a permis au FIDRA d'offrir à sa clientèle retraitée un moment convivial de gaieté, de loisirs et de détente. Sandrine Kwame. Plus de 500 participants réunis à cette 10e édition de la journée de la retraite active. Une 10e célébration marquée par des temps forts. Les retraités ont au cours de cette journée effectué plusieurs activités telles que la randonnée pédestre, la causerie débat, des jeux, concours et animations ainsi que des partages de repas. Des activités qui devront permettre, selon les initiateurs de cette journée, à contribuer à l'épanouissement cognitif et physique de sa clientèle retraitée. Je remercie FIDRA. Je leur dis merci beaucoup. Tout ce qu'ils font pour nous. Je les remercie. Que Dieu les bénisse toujours. C'est la première fois que je participe à cette sortie écologique du FIDRA. Vraiment, je suis heureuse. C'est que c'est une bonne initiative. Ça nous permet de nous retrouver. Les habitudes à la maison, les enfants, les petits-enfants, en train de crier. Aujourd'hui, on quitte ce milieu-là et on oublie un peu certaines choses et ça nous donne la vigueur, la force, en tout cas, de passer, les amis, un bon moment. Cette journée enrichissante a été l'occasion d'un moment de réjouissance sanctionné par des animations rythmées par des tubes des années 70 à 80. Rappelons que le FIDRA est au service des retraités et des salariés, porté par des valeurs de respect, d'engagement, d'excellence, de loyauté. Le FIDRA propose une gamme de produits financiers et non financiers pour une retraite active et épanouie. Direction Boaké. L'ONG Éveil et certains acteurs de lutte contre le VIH se sont retrouvés en atelier. Objectif de la rencontre, faire un plaidoyer auprès des autorités locales pour leur demander de s'impliquer dans l'amélioration de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Cette activité s'inscrit dans la mise en œuvre du projet Community Lead Monitoring ou suivi dirigé par les communautés. Suivant le reportage de notre correspondant régional Emmanuel Bonzo. À travers l'activité qu'on appelle le suivi dirigé par la communauté, qui était une activité d'enquête, il est ressorti que 76% des PVVIH se sentent discriminés dans la société. Et vu cette proportion, c'est alarmant. C'est donc pour continuer de changer le regard sur les personnes vivant avec le VIH que l'ONG Éveil et ses partenaires se sont mobilisés à Boaké pour faire un plaidoyer. À travers le projet Community Led Monitoring, au suivi dirigé par les communautés, l'ensemble des participants à cet atelier militent auprès des décideurs locaux pour leur implication réelle dans la prise en charge des PVVIH, des EEV et leurs proches. Le plaidoyer va porter sur la CEMU, l'intégration des personnes vivant avec le VIH dans les systèmes de prise en charge à 100%. Également, nous allons plaider auprès du préfet des régions pour la redynamisation du comité régional de lutte contre le sida, mais également pour obtenir un arrêté préfectoral, pour formaliser le CERSAS. C'est donc pour impulser une approche plus inclusive et à impact réel que les membres du CLM en appellent à l'action de tous. Un plaidoyer auquel les autorités entendent apporter une réponse afin d'accompagner les efforts des acteurs dans la lutte contre cette maladie. Vous constituez pour nous un vivier pour mener des réflexions à l'effet de trouver encore des mécanismes pour corriger toutes les initiatives qui ont déjà été prises.
Le projet Community Led Monitoring, en abrégé CLM, est une initiative des utilisateurs des services VIH visant à améliorer l'accès et la qualité de la prise en charge des PV-VIH. La mise en œuvre du projet est assurée depuis le 1er juillet 2022 par l'ONG Éveil, avec un appui financier de l'ONU-SIDA dans la zone 3, comprenant les régions sanitaires du Gontougo, de l'Indénié-Douablin, du Gbeke et du Poro. La direction du ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, en collaboration avec la Ligue du Bélier de la Fédération ivoirienne de karaté et de discipline assimilée, a organisé une journée de nettoyage. À cette occasion, la Ligue du Bélier de la Fédération ivoirienne de karaté et de discipline assimilée a invité ses membres, en l'occurrence les plus jeunes, à participer à cette journée de salubrité. La capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire, Yamoussoukro, fait partie des villes les plus prometteuses. Il est donc important pour ses habitants qu'elle soit propre et saine. C'est en cela que la Ligue du Bélier de la Fédération ivoirienne de karaté et de discipline associée a invité ses membres, en l'occurrence les plus jeunes, à participer à cette journée. Nous nous sommes dit qu'il faut une nouvelle donne, une nouvelle manière de faire. Il faudrait que les enfants, les tout petits, déjà à bas âge, on commence à leur inculquer que l'environnement, c'est leur cadre de vie. L'environnement, ils doivent en prendre soin pour que demain, ils soient des adultes responsables. C'est pour ça que nous sommes là ce matin avec les enfants, pour reculer les travaux, ramasser les ordures et tout ça pour que les enfants comprennent que demain, c'est eux et que l'avenir leur appartient, mais dans la santé. C'est tout au long de la nationale A3 que institutions, forces de l'ordre, ONG et ces jeunes caractériman ont ramassé les ordures. Alors, cette opération répond à la célébration de la journée mondiale du nettoyage. C'est célébré le 21 du mois de septembre chaque année et c'est une opération qui vise à sensibiliser les populations sur l'entretien de notre cadre de vie et de notre cadre de travail pour éviter les maladies qui sont liées directement à l'insalubrité. En tant qu'opérateur économique, il est important pour nous de pouvoir travailler dans des conditions saines. Donc, quand j'ai eu écho de cette opération, j'ai tout de suite été attirée et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'associer mon image à cet événement. Nous avons constaté qu'il y avait de nombreux déchets, il y avait plein d'eau stagnante sur les villes et dans les caniveaux et tout. Et vraiment, juste pour vous dire, arrêtez de verser les ordures par terre, arrêtez aussi d'uriner sur les routes. Cette journée de nettoyage s'est achevée par des démonstrations de quelques katas en karaté. En image à présent, CRDB Bank, la plus grande banque commerciale de Tanzanie en termes de total des dépôts et des actifs, a signé un accord de près de 320 millions de dollars avec l'Agence américaine de financement du développement. Le financement permettra à la CRDB Bank, en activité depuis 28 ans sur le marché bancaire tanzanien, d'accroître ses prêts à l'endroit de plus de 4500 PME locales. Ceci marque la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'actualité se poursuit sur la télé utile Business 24.